Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 98 de Dragon Ball Super, que j'ai vraiment adoré, bon surtout grâce à la deuxième moitié d'épisode, et c'est surtout de ça dont on va se parler aujourd'hui, de cette fameuse deuxième partie d'épisode, et la fin. Et avant ça, très rapidement les devins, deux petites choses. La première, c'est que je vous remercie énormément parce que la chaîne arrive quasiment à 30 000 abonnés, et ça c'est bien sûr grâce à vous. Et il manque à peu près 130 personnes à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là. Et du coup, si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, je vous salue. Et si voilà, vous voulez participer justement à ce que la chaîne puisse atteindre ce joli objectif de 30 000 abonnés, ben n'hésitez pas à franchir le pas. Et au passage, à activer cette fameuse petite cloche qui vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Et deuxième petite information, pour les fans de Boruto, j'ai sorti 3 vidéos cette nuit. Vous avez peut-être manqué les notifications parce que ça bug, etc. Vous avez vos autres abonnements qui sont peut-être passés devant et tout. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Ce sont 3 vidéos de spoiler, épisodes 15, 16, 17, 18 et 19. Et aussi l'annonce du prochain arc dans Boruto et ça va être du très lourd. Et en parlant de très lourd, on va se parler de cet épisode 98 de Dragon Ball Super. Alors tout commence dans la même ambiance que la fin de l'épisode 97 forcément. Goku est entouré par l'univers 9, ça explose un petit peu partout sur le ring. Rien de très surprenant, et on se rend compte qu'au final le trio du danger va s'en prendre directement à Goku, en 3 contre 1. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'éterniser sur ce début d'épisode parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à discuter avec vous dans la deuxième moitié qui sont beaucoup plus intéressantes, et au final on va pouvoir en discuter par rapport à là, c'est juste du combat, et c'était pas non plus un début d'épisode, faut le dire, hein, c'était pas le combat du siècle, avec pas mal de scènes d'animation qui étaient repompées, comme je vous avais expliqué dans mon analyse de preview, ça s'explique, ça se comprend, mais en même temps, si vous me dites que vous trouvez que le fait de repomper des scènes d'animation d'anciens épisodes, c'est un petit peu du manque de respect pour vous, ben je vous comprendrai aussi. Parce qu'avec les sous que l'animation peut se palper, ben pourquoi pas nous proposer de nouvelles scènes fraîchement animées. Vous voyez, il y a un débat entre ça. Est-ce que les mecs ont vraiment la pression et ne peuvent pas faire autrement, ou alors est-ce que c'est ce qu'ils veulent bien nous faire croire et quelque part ils pourraient faire mieux, à condition de lâcher quelques billets supplémentaires. Bon, le débat n'est pas là. En tout cas, même si les scènes étaient repompées, elles passaient bien, il faut le dire. Elles s'accordaient plutôt bien avec le thème de l'épisode et tout ça. Et du coup, une des premières choses intéressantes qu'on a dans ce tournoi du pouvoir là, c'est que la Venda va foncer directement sur Goku. Et on a eu enfin la réponse de ce que c'était cette fameuse aura toute blanchâtre, presque divine, il faut le dire, qui entourait Goku. Vous m'avez même fait remarquer qu'elle ressemblait un petit peu à un mélange de l'aura de Végétaux quand il se protégeait du corps de Majin Buu, de l'absorption, et un mélange aussi avec la couleur blanchâtre de l'aura qui entourait Gata et Zamasu. Et moi, dans mon analyse de preview, je vous avais dit que sûrement Goku ferait ça pour faire en sorte que Bergamo ne puisse pas recopier le niveau d'énergie de Goku, et du coup devenir géant, devenir le Bergamo qui imite les pouvoirs à Goku, ou enfin la puissance plutôt à Goku. Mais on était quand même pas loin. Au final, Goku s'est protégé tout bêtement, il fallait y penser, j'ai envie de dire, du poison de la Venda. Alors après, il y a le débat, est-ce qu'une barrière à la con comme ça peut vous empêcher de respirer du poison? C'est un délire un petit peu bizarre quand même, il faut le dire. Et puis c'est con aussi, mais on n'a pas vu la Venda essayer d'éjecter ou de souffler du poison comme il avait fait contre Gohan, et voir si la barrière aurait suffi justement pour que Goku n'en respire pas. Parce que là, en gros, cette barrière, ok, ça fait en sorte que les coups de la Venda remplis de poison ne touchent pas, enfin ne portent pas sur Goku, mais est-ce que ça fait un petit peu un filtre à oxygène, un petit peu comme s'il portait un masque avec une machine qui lui apporte de l'oxygène? Est-ce que la barrière va à ce point-là? Bon, je vais un petit peu loin, et de toute façon, je pense que l'auto-animation a créé ça un petit peu comme ça, un petit peu une astuce de dernier moment pour faire en sorte que Goku et Vegeta ne soient pas dans la merde par rapport au poison de la Venda. On en reparlera, Vegeta va faire la même chose. Et là, en tout début d'épisode, je vais prendre un petit peu de l'avance sur la review en vous disant que j'ai un seul regret quasiment par rapport à ce trio du danger. Honnêtement, j'étais plutôt satisfait de leurs prestations, les attaques en équipe et machin, ça passait super bien. Il y a une seule chose, je me pose la question, c'est pourquoi Bergamo n'a pas justement refait ce qu'il a fait contre Goku dans le tournoi préliminaire, la fin de match plutôt préliminaire, Univers 7 contre Univers 9, à recopier son niveau de puissance, à devenir gigantesque. Au final, il ne nous a pas été dit que Goku l'empêchait de le faire, donc pourquoi est-ce que Bergamo s'est dit non, je vais pas le refaire, c'est inutile? Est-ce que ça l'a refroidi d'avoir tenté une fois, d'avoir perdu? Mais rappelez-vous que quand même la dernière fois, Goku avait été mis pas mal en difficulté. Pour en venir à bout de ce Bergamo qui imitait le niveau de puissance de Goku, Goku avait dû le surprendre justement avec son Kamehameha SSJ Blue Kaioken. Donc pourquoi pas retenter sa chance? Sachant que là, Bergamo n'aurait pas été seul, il aurait eu les deux autres du trio des dangers qui auraient été là pour lui mettre pas mal de coups en traître et tout ça. Sincèrement, il y avait une tactique à jouer avec ça. Imaginons que Bergamo, un petit peu par chance, il arrive à mettre un coup sur Goku, du coup la barrière autour de lui s'enlèverait, la Venda lui fout un coup de poison, derrière Basile l'enchaîne à coup de pied, ça aurait pu marcher. Bon, je sais que la Toei ne voulait pas que ça marche, donc ils l'ont complètement pas fait, mais voilà, il manquait la petite explication du pourquoi ça n'a pas été fait. C'est pas très grave, hein, attention,
mais je suis dans une review, donc j'essaye d'être complet, c'est ça aussi le but. Et du coup, après ce début de combat Goku contre Bergamo, qui reprenait vraiment à mort des scènes d'animation, soit des épisodes précédents, soit de l'opening, on aurait dit presque une compilation YouTube, et derrière, on a le sumo Napapa de l'univers 10 qui fait partie là, du gang qui danse la samba, qui vient de se faire rétamer par Freezer. Pourtant, le gars, il avait plutôt bien résisté à Basile, mais là, face à Freezer, il a rien pu faire. Bizarrement, on voit que Freezer en vient à bout de ce gars-là très facilement, mais Freezer ne l'éjecte pas. Alors, la scène était super cool. Le fait de voir Freezer prendre quelqu'un de haut comme ça à ce point et tout ça, c'était bien. Mais pourquoi est-ce que Freezer ne l'a pas foutu dehors? Est-ce que ça l'arrange que l'univers 7 ne gagne pas? Parce que tôt ou tard, il compte encore les trahir, et ça, on a bien compris qu'il comptait le faire de toute façon grâce à l'aide de Frost. Rappelez-vous qu'à la base, Freezer voulait passer pour le compte de l'univers 9, donc vraiment l'univers 7 il s'en fout. Donc voilà, c'est déjà une de mes premières petites questions que j'ai pour vous. Est-ce que Freezer a fait exprès de pas jeter Napapa dans le vide? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement l'auto-animation qui voulait nous montrer une scène drôle, enfin plutôt intéressante avec Freezer, voilà, ça s'arrête là, ils ont pas forcément pensé à faire en sorte que Freezer l'élimine, ils ont d'autres plans pour Napapa qui se fasse éliminer par quelqu'un d'autre, un Pride Troopers, enfin je sais pas trop qui. Et pour toute cette review là, je vous demande de m'excuser parce que j'ai pas forcément retenu les noms de tous les personnages auxquels on a eu affaire. Là, l'espèce de mec chauve-souris, une tête un petit peu démoniaque, etc. Je sais même plus si son nom a été prononcé dans l'épisode, et je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Surtout là, pour tous les gars de l'univers 9, mis à part le trio du danger qui sont super intéressants, les autres, retenir leur nom, c'est pas ce qui m'a intéressé. Et en plus, je sais pas comment c'est pour vous, mais quand je démarre une série, et surtout un animé, un manga et compagnie, on nous envoie tellement de noms. Là, Dragon Ball, ça fait 30 ans que ça existe, mais je veux dire, le tournoi, c'est tout nouveau. On vient tout juste de découvrir les autres univers, donc c'est un petit peu comme si c'était le début. J'ai toujours beaucoup de mal à assimiler les noms de chacun des gars. C'est toujours pareil, même pour les grands classiques, quand j'ai découvert Naruto, One Piece, Bleach et tout ça, les divisions dans Bleach, voilà, j'avais du mal à me rappeler qui était qui. Mais bon, petit à petit, surtout quand les personnages, on les revoit et qu'ils se font pas éliminer comme l'univers 9 en un seul épisode, ou détruire plutôt, je vais les retenir. Mais en tout cas, voilà, j'avais pas envie de me forcer à apprendre tous les noms qui ont été donnés dans cet épisode-là, alors que je trouvais que ça servait à rien. Si vous les avez retenus, c'est une très bonne chose, je vous en félicite, mais voilà, juste de mon côté, n'en tenez pas trop compte. Et du coup, je poursuis, on a Freezer qui se met à dominer clairement ce mec là avec des ailes de chauve-souris, même un petit peu une tête de chauve-souris, qui avait tenté une attaque en traître, mais Freezer l'a complètement arrêté. Et là on a une phase assez intéressante dans laquelle on a pu voir à quel point Freezer peut être sadique, à vrai dire. À un moment même, je me suis dit, mais est-ce que Freezer est en train d'enfreindre les règles? J'ai presque cru qu'il allait le tuer. Et je me suis dit, peut-être que le plan de Freezer va déjà se révéler. Il veut tuer quelqu'un pour mettre l'univers 7 à défaut, en fait. En gros, faire n'importe quoi par rapport aux règles pour essayer de créer la merde. Mais comment Freezer pourrait s'en sortir face au Daishinkan en tant qu'arbitre, à Zeno et tout ça? Donc, non, bien sûr, l'auto-animation n'a pas fait ça. Et Freezer a simplement dit à ce gars-là qu'il allait s'amuser avec lui. Donc vous voyez, on voit que Freezer ne combat pas pour l'univers 7, il combat pour lui. Comme il l'a dit plus tôt dans l'épisode, il s'amuse, il joue avec eux. Alors c'est vrai que ça fait partie de sa nature de torturer les gens et tout ça, mais là l'enjeu est quand même difficile. J'ai l'impression que Freezer est en train de se taper, de torturer des gens pour passer le temps en attendant que quelque chose se produise. Pourquoi pas en attendant que le moment idéal arrive, en tout cas pour rejoindre Frost et faire quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il fait exprès de se retenir et de pas trop en faire, de se taper contre des petits adversaires, de pas trop se donner, etc., de gagner du temps en attendant que quelque chose de bon pour lui arrive. Après, je dis ça comme autant c'est juste Auto-Animation qui ne savait pas quoi en faire et qui ont fait ça. Mais bon, en tout cas, ça en a tout l'air. Bon, ensuite, on poursuit dans l'épisode et on revient sur Goku. On n'a pas arrêté de nous bassiner avec des noms du trio du danger, enfin, des noms de combinaisons, d'attaques, les battlers, etc. Plein de noms assez ridicules, avec leur formation en triangle. On voyait qu'il y avait certains plans qui traînaient en longueur, pourtant ils étaient jolis. Par exemple, quand Goku était encerclé. Mais on sentait que l'auto-animation a vraiment rallongé sa première moitié d'épisode. Si vous regardez bien ce passage où Goku est encerclé, on voit les trois qui tournent autour sans jamais lui mettre un coup. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils attendent quoi? En plus, ils discutent chacun à leur tour. On aurait dit un épisode un petit peu à l'ancienne de vieux animés, là. De vieux animés ou même de vieilles séries. Chacun des méchants va parler à son tour, à la Power Rangers, machin. Pour ceux qui connaissent, ça m'a rappelé aussi un vieil animé que j'adorais vraiment, qui s'appelle Wingman, avec leur formation en triangle, les couleurs différentes et tout ça. Je pense que voilà, les plus anciens connaîtront. D'ailleurs, au passage, j'aimerais bien vous en parler un jour de cet animé Wingman. Je sais que personne n'en parle, mais j'ai adoré ce truc-là quand j'étais enfant. Ça serait sympa. Et dans cet épisode aussi, on reparlera vraiment beaucoup du Daishinkan en fin de ma review. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que les Zeno, ils réagissaient beaucoup à Goku et tout ça, ce qui est normal. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir de temps en temps dans l'épisode, voir le Daishinkan dire « Ah, le trio du danger face à Goku, ça a l'air intéressant ça comme combat. » Pourquoi le Daishinkan est si intéressé par un combat de Goku, vous voyez? Depuis qu'il a vu Goku la première fois, on a l'impression que le grand prêtre lui veut quelque chose. Rappelez-vous quand le Daishinkan avait dit à Whis, suite à la première rencontre avec Goku,
l'univers 7 m'intéresse et j'y viendrai sûrement un jour, enfin ce Goku m'intéresse, voilà, ce genre de choses. Et là, comme par hasard, il s'arrête sur le combat à Goku. Alors peut-être que c'était juste pour la mise en scène et parce que le grand prêtre a vu que ça plaisait aux Zeno. Du coup, il en rajoute un petit peu pour faire monter la pression, un peu comme un animateur, on va dire. Ou alors, est-ce que ça l'intéresse vraiment, vous voyez ? Il y a des choses, la mise en scène qui peut laisser passer quelques messages en tout cas. Alors ensuite, on a vu rapidement Vegeta enchaîner 2-3 gars au hasard, mais ça c'était pas bien important, surtout par rapport à ce que nous a donné Vegeta en fin d'épisode, et j'ai adoré, je vous le dis directement. Mais pour le moment, on a encore la confrontation de Goku avec le trio du danger, et la mise en scène s'est nettement améliorée avec des plans très classe, très lumineux, avec vraiment de belles planches, j'ai envie de dire, quand on prend un arrêt d'image comme ça, là, une capture d'écran. Pas mal d'effets, d'impact, en plus avec l'aura blanchâtre de Goku autour de lui. Ça rendait vraiment super bien. Et on en arrive finalement au passage qui m'a fait comprendre, en tout cas, si vous étiez là sur Twitter, vous l'avez vu, que la deuxième moitié d'épisode allait sûrement être bien meilleure. Rappelez-vous, si vous étiez sur Twitter, que vous me suivez là-bas, que vous m'avez vu écrire cette nuit à 3h du matin en live, enfin à 2h et quelques plutôt du matin, pendant que l'épisode était diffusé, j'ai écrit, voilà, Vegeta arrive, ça sent bon. Et honnêtement, la suite de l'épisode a été vraiment très bonne. En plus, Vegeta arrive avec quelques phrases assez classes. On a Goku qui lui dit « Bon, ils sont 8, alors on s'en prend 4 chacun ». Vegeta lui dit « Écoute, première arrivée, premier servi ». Vegeta lui a dit d'autres phrases assez classes aussi en lui disant « Va te reposer, je les prends tous ». C'était du bon Vegeta. Et ça a annoncé vraiment du très très bon. Et on y a eu droit. Pour le moment, c'est resté assez calme. On va dire que les mecs se sont encore testés, ils étaient à l'intérieur du triangle du danger, là, des trois. Forcément, je sais que beaucoup de gens vont se dire « Mais pourquoi Goku les a pas défoncés et tout ça ?» Voilà, l'explication a été donnée par Whis. Le SSJ Blue consomme pas mal d'énergie et Goku veut s'économiser. Je sais pas si vous sentez un petit peu comment le vent tourne, mais j'ai l'impression que dans l'arc Goku Black, le SSJ Blue était pas forcément full power, mais en tout cas il était plutôt maîtrisé. Les mecs restaient très longtemps en SSJ Blue, et au final quand ils étaient fatigués, c'est juste parce que le combat avait tellement avancé, ils avaient vraiment utilisé beaucoup d'attaques, et du coup c'est normal, ils sont fatigués. Et là j'ai l'impression que l'anime revient vers la direction du manga, en nous faisant comprendre que l'SSJ Blue, eh bien il est vraiment consommateur d'endurance, comme on dit, de stamina. Et moi ça me dérange pas du tout, c'est une bonne chose que ça soit tourné comme ça. Mais j'ai l'impression que c'était pas du tout le discours qu'on nous avait balancé dans Dragon Ball Super, l'animé auparavant. Enfin pas trop en tout cas. Et que maintenant ça le devient. C'est un petit peu bizarre ce changement de situation. Est-ce que c'est justement comme dans le manga, chapitre 24 de mémoire de DBS, on a Goku qui nous sort une forme améliorée du SSJ Blue qui s'appelle le Super Saiyan Blue maîtrisé, si je dis pas de bêtises, dans lequel Goku arrive à éviter toutes les fuites de Ki. Et bien justement, est-ce que voilà, on n'est pas en train de nous utiliser une nouvelle forme, et pour pouvoir justifier une nouvelle forme, faut trouver des défauts à l'ancienne forme. Et les défauts, il n'y a pas des tas de solutions non plus. Soit c'est un gros manque de puissance, soit c'est un manque de rapidité, ou alors c'est un manque d'endurance. En gros, c'est les trois gros piliers qui font que un Saiyan va avoir une nouvelle transformation, ça a toujours été un petit peu ça dans Dragon Ball. Du coup, même si dans les épisodes filler là qu'on a eu récemment, semi-filler plutôt, on a vu que le SSJ Blue se faisait rattraper par ses 17 et tout ça, on va pas revenir sur le débat, quand même le SSJ Blue reste de très bon niveau de puissance, même à l'heure actuelle. Il rivalise avec Toppo, sûrement que Jiren peut se le faire facilement, mais c'est quand même Jiren, vous voyez, c'est un cas d'exception. Même Hit a énormément de mal et se ferait sûrement battre par Vegeta ou Goku SSJ Blue à l'heure actuelle. Donc ce que je veux dire, c'est que le SSJ Blue n'est pas du tout à la ramasse. Du coup, je trouve que c'est plutôt une bonne astuce de faire cette petite pirouette là et de revenir sur l'explication de l'endurance. Bon, ensuite, le combat continue, presque s'éternise un petit peu entre les gars de l'univers 9 qui attaquent en un seul groupe avec la fille qui ressemble à un chat un petit peu, qui fait des attaques combinées justement avec la Venda. La Venda, on va le noter d'ailleurs, qui a mis un assez bon coup quand même dans le ventre de Vegeta. Et ça, il faut pas le comprendre du genre la Venda est meilleure que Vegeta, c'est pas du tout ça. C'est juste que à ce moment-là encore de l'épisode, on veut nous montrer clairement que Goku et Vegeta n'ont toujours pas appris la leçon en tout cas, comme quoi il faut se battre en équipe. Et comme quoi justement, même s'ils sont super forts, et comme le dit Beerus, les gars de l'univers 9 sont super faibles, tout est relatif, mais ils sont super faibles en tout cas par rapport à Vegeta et Goku, eh bien Vegeta et Goku n'y arrivent pas, parce que ils ont la contrainte comme quoi ils veulent s'économiser pour ne pas se faire défoncer par le premier venu ensuite, à cause de l'endurance et compagnie. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu passer SSJ1, ça je suis d'accord avec vous. Mais bon, voilà, la Toei Animation a voulu faire passer un message fort et clair. Elle a pas voulu faire de demi-mesure, je sais pas quoi, donc voilà. Je comprends à peu près là où ils ont voulu en venir. Et comme on va le voir par la suite ensemble, vous et moi, eh bien Goku et Vegeta ont appris la leçon. Alors est-ce que c'est rentré par une oreille, ça va sortir par l'autre? Probablement, vu que ce sont des Saiyans et qu'ils n'écoutent que leur instinct de combat et tout ça. Mais en tout cas, dans cet épisode-là, si vous regardez bien, en début d'épisode, on nous montre qu'il y a une leçon à apprendre. Et en deuxième partie d'épisode, on nous montre que la leçon est plutôt bien apprise de la part de Goku et de Vegeta. Ensuite, on a l'espèce de dragon là. On dirait qu'il sort tout droit de Dragon Quest avec
petit air de Yu-Gi-Oh vite fait, qui arrive et qui se la pète pas mal face à Goku qui lui dit vas-y tape, tu vas voir ça va rien me faire, et au final ça ne lui fait rien, clairement, et on voit que l'univers 9 est là en train de ricaner. Je m'arrête vite fait aussi sur Champa. Si vous avez lu les spoilers, si vous avez vu ma vidéo par exemple sur les spoilers vis-à-vis de Beerus et Champa, vous savez ce qui va se passer, mais on commence déjà à voir que Champa cherche la merde à l'univers 7, et ça c'est quelque chose encore qui me surprend, mais qui me surprend qu'à moitié. Si vous avez déjà vu ma vidéo spoiler sur ce qui va se passer avec Beerus et Champa, d'ailleurs je ne sais pas si la vidéo a bugué ou quoi que ce soit, parce que j'ai sorti 2 vidéos de spoiler le même jour, celle sur Beerus et Champa dans le tournoi du pouvoir, et celle sur Jiren dans le tournoi du pouvoir, et celle sur Jiren a peut-être fait 5 fois le nombre de vues de celle sur Beerus et Champa. Donc au cas où, si ça vous dit rien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne la voir. Je vous mettrai aussi le petit lien en description si ça peut vous aider. Et du coup, je reste toujours sur la même idée. Comme quoi, on va avoir différentes étapes dans la relation Univers 7, Univers 6. Je pense que ça va commencer par le conflit. Tout ça pourquoi ? Parce que les dieux comme Champa ne réalisent pas bien à quel point ils vont se faire exterminer, ne plus exister, une fois que Xehanort se sera bien occupé de leur cas. Prennent un petit peu ça comme un jeu presque, et en plus Champa ne se rend pas bien compte qu'il est en train de faire du mal directement à son propre frère jumeau, alors que je pense que c'est le dernier à qui il voudrait faire du mal parmi tous les dieux de la destruction. Donc je pense qu'on va avoir une première étape dans laquelle ils vont être un petit peu tête en l'air, vous voyez, ils vont se foutre sur la gueule, Univers 7, Univers 6, un petit peu pour rien. Je pense qu'ensuite, il y a eu ce choc en fin d'épisode dont on va parler ensuite, la destruction de l'Univers 9, qui va déjà remettre un petit peu les dieux un petit peu foufou à leur place dans leur tête, mais je pense que ça sera pas encore bien ça. Et je pense que voilà, on va avoir un sommet justement du conflit Univers 7, Univers 6, mais qui va amener à une meilleure cohésion ensuite entre les deux univers, que les deux vont vraiment collaborer. C'est comme ça que je le vois. Je pense que Univers 6 et Univers 7, ils vont avoir 2 extrêmes. Conflit, et ça va finir par alliance. C'est comme ça que je le vois. Bon, et du coup, revenons à l'Univers 9, qui n'arrête pas d'attaquer en fait Goku et Vegeta. Le dragon qui fait quelques attaques de feu, bon voilà, des trucs assez basiques. On a l'espèce de gros gars qui ressemble à Groot, qui envoie des pics de glace. On se serait vraiment cru dans un RPG, le gros golem là qui envoie des trucs de glace, le personnage en forme de chat qui griffe les autres, le dragon qui envoie du feu, bon voilà. Et j'y pense là, j'avais oublié de me noter ça, mais il y a aussi un deuxième truc qui m'a dérangé sur le trio du danger, c'est qu'au final, on nous a redit que leur ki, qu'on ne peut pas sentir leur ki, mais on n'a eu aucune explication de pourquoi. Alors est-ce qu'on le saura jamais vu que l'univers 9 s'est fait détruire ? Ou est-ce que tôt ou tard l'univers 9 va revenir par un vœu chez Shenron, etc. Et on aura une explication parce qu'ils vont se rendre utiles au combat contre une menace qu'on ne connaît pas encore. Je vais loin, mais bon, ça me fait toujours bizarre quand un truc est amené comme ça, on te le balance en pleine tête et on te l'explique pas. Je sais pas pour vous si c'est aucun problème ou quoi, mais je me rappelle en tout cas que quand on a découvert le trio du danger, vous étiez super nombreux à m'en parler, à vous en parler sur les réseaux sociaux, à vous dire est-ce que ces gars-là ont le ki divin parce qu'on ne peut pas sentir leur ki et tout ça. Donc vous voyez que quand même ça a fait parler, et au final ils se sont amusés de nous, ils se sont foutus de notre gueule à pas nous expliquer, ou bien il y a un truc, vous voyez, c'est ça. Bon, et du coup l'esprit Saiyan prend le dessus, Vegeta a pu faire en sorte que la fille qui ressemble à un chat griffe directement la Venda, et c'est le moment de la contre-attaque surprise. Goku dévoile le Super Saiyan 1, il n'avait pas besoin de plus pour le moment pour en tout cas éjecter le mec qui ressemble un petit peu à un crapaud poisson vert là, et le dragon. J'aurais aimé un petit peu que Goku prenne directement sa revanche sur le dragon, du genre Goku se transforme en Super Saiyan 1, le dragon lui dit « Ah, tu veux retenter de me taper dans le ventre ?» et Goku lui met un putain de coup dans le ventre et l'autre il explose dans le monde du vide. Ça aurait été plus cool et plus Dragon Ballesque que ça soit comme ça m'aurait rappelé voilà, pas mal de souvenirs de Dragon Ball que ça soit fait comme ça. Bon, ils ont voulu faire en bref, il l'a éjecté, qui est déjà pas mal. Derrière, Vegeta prend lui aussi le dessus sur son combat, il est toujours en forme normale, mais dès que l'autre combattant là qui est tout rouge, il m'a rappelé un des gars là qui bossait pour Garlic. Bon, mis à part que l'autre avait la peau verte et lui il a la peau rouge, mais c'était un petit peu le même délire. C'était le film 1 hein, là à la poursuite de Garlic. Je trouve que la coupe de cheveux, le visage et tout lui ressemble pas mal. Et sinon en tout cas Vegeta s'énerve et lui dit, et lui envoie encore quelques pics très très sympas en lui disant ne te moque pas de la puissance de Vegeta-sama. Et il se met à l'enchaîner dans tous les sens. Il finit ça par une vague de ki, on aurait presque dit des cinématiques de jeux vidéo, c'était super beau à voir, c'était vraiment très très bien enchaîné. On voit que les gars de l'univers 9 se font quasiment tous sortir, il y en a même un qui se battait contre Freezer qui a préféré se jeter dans le vide, c'était très drôle à voir. On a Goku et Vegeta qui enchaînent le trio du danger, Goku qui envoie pas mal de vagues de ki super sympa à voir, qui m'a rappelé un petit peu l'arc-bout, la manière dont il est balancé et tout ça, la manière dont c'était animé, ça me rappelait un petit peu aussi la manière de Goku SSJ3, la manière dont il se battait face à Janemba, enfin pas mal de choses intéressantes. Derrière Goku il envoie quelques petites vagues de ki là, super cool à voir, pas très très puissantes mais bien cool sur Basile, et là on sent justement, comme je vous ai dit, que la leçon est apprise, le fait qu'il faut collaborer.
On a eu un plan dans lequel on voit Goku et Vegeta qui s'échangent de place, etc., qui bougeaient les deux, qui articulaient leur combat par rapport à leur propre chorégraphie de mouvement, et on sentait que les deux, ils avaient ce lien du combat justement pour faire face au trio du danger qui était face à eux. Et là, on a eu quelque chose auquel je m'attendais pas, mais putain que c'était beau. On a eu justement le trio du danger qui a fait son attaque maximale, on va dire. Je sais plus, je crois le triangle beam ou Dangerous triangle beam, un délire comme ça. Bon, en gros, ils ont chacun lancé une aura jaune, bleu, rouge et un rayon de même couleur. Ils ont envoyé ça chacun ensemble, donc en gros l'union fait la force, sauf que l'union de Vegeta et de Goku SSJ Blue fait encore plus la force, et je sais pas si vous avez remarqué ce que Vegeta et Goku ont fait, je sais que ça s'est passé très très vite et c'était vraiment énorme. Déjà qu'ils en viennent au SSJ Blue face à ces trois gars-là, c'était pas forcément utile, on est d'accord, mais c'était tellement surprenant que c'était devenu cool à voir. Et je sais que sur internet, j'ai lu pas mal de monde dire oui, Vegeta a fait le Final Flash et Goku le Kamehameha. Ils ont pas fait que ça, si vous regardez bien, Vegeta a dit Final et n'a pas dit le mot Flash. Et Goku a dit Kamehameha. Donc en gros, ça fait Final Kamehameha. Et ça veut bien dire que les deux, ils ont rassemblé leurs attaques en une seule. Et si vous regardez bien, je vais essayer de vous avoir un screenshot de ça. Si vous regardez bien en image arrêtée, justement, vous verrez que leur attaque qu'ils ont mélangée a pris exactement, mais vraiment exactement la même forme, la même texture, la même couleur, le même ki que Vegeto SSJ Blue quand il a fait le Final Kamehameha contre Gatai Zamasu. Et j'ai trouvé ce truc-là juste énorme, parce que déjà la leçon a été apprise, et je vous l'ai dit, super rapidement, mais ils l'ont vraiment appris super bien. Vegeta et Goku ne se sont pas forcément entraînés à faire un Final Kamehameha en étant les deux séparés. En gros, ils arrivent à refaire une attaque de Vegeto, alors qu'ils ne sont pas en fusion Vegeto, vous voyez, c'est ça le truc. Alors forcément, le niveau de puissance de l'attaque ne doit pas arriver à rivaliser avec celui de Vegeto, parce que la puissance des Potara multiplie la puissance du guerrier qui en est au final, mais quand même la puissance de ce Final Kamehameha improvisé, elle est sûrement beaucoup plus grande et plus forte que un Final Flash SSJ Blue et un Kamehameha SSJ Blue séparés qui auraient tapé pourtant au même endroit. Enfin, je sais pas pour vous, moi je me suis vraiment arrêté sur ça, j'ai trouvé beaucoup de symbolique, j'ai vraiment adoré ce mélange là. C'est con hein, mais peut-être c'est juste moi qui suis un fan et voilà qui me laisse étourdir par ça. Mais le fait qu'il crie Final Kamehameha chacun à son tour, qu'il mélange l'attaque comme ça, que ça soit visuellement montré comme un Final Kamehameha de Vegeto, j'ai vraiment adoré ce truc-là. Sachant que, comme je vous l'ai dit, mon personnage préféré, c'est Vegeto, et si on enlève les fusions, c'est Vegeta, donc vraiment j'étais servi. Bon, et au final, les devins, eh bien, l'univers 9 est finalement éliminé et il va se faire détruire. On a les Zénos qui tapotent sur la Godpad, comme s'ils n'avaient pas compris que ça en était fini. Vous voyez qu'ils sont un petit peu teubés quand même, ils n'arrivent pas à compter d'eux-mêmes quel combattant reste ou ne reste pas. Ils étaient là, oh ça y est, l'univers est détruit alors qu'ils avaient appuyé tous les boutons, vous voyez. On voit qu'ils sont un petit peu bébêtes hein, quand même, et ça fait même peur de savoir que autant de pouvoir est réuni dans des petits êtres aussi cons que ça. Et derrière, alors là, on a eu vraiment de grands moments de Dragon Ball, enfin de Dragon Ball Super en tout cas, avec le grand prêtre qui a pris un air totalement différent, super sérieux, avec le contour des yeux bien noircis, avec ce plan très contrasté avec les ombres et tout ça, la lumière sur l'autre côté de son visage, dans lequel il dit que l'univers 9 va être détruit. On a tous les mortels qui les regardent au sol, un peu effarés, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils le savent qu'est-ce qui se passe, mais ils le savent ce qui se passe, mais bon, ça fait quand même bizarre à voir, surtout la première fois. On a Ro, le Kaioshin de l'univers 9, qui tente de dire Zeno-sama, qui l'appelle pour discuter, voilà, essayer de se racheter, et on sent que les Zénos sont bêtement destructeurs, débilement destructeurs. Ils ont crié oui comme si c'était super, et au final ils les détruisent. Alors la technique qu'ils ont utilisée ressemble énormément à celle que le Mirai Zeno a utilisé pour péter la timeline, en tout cas de Mirai Trunks, la timeline ou l'univers, on ne sait pas, ça n'a pas été dit, mais bon, en tout cas, il avait bien pété quelque chose là-bas. Vous savez, quand épisode 67, il me semble, de Dragon Ball Super, de mémoire, et à la fin, vous avez le Zeno qui flottait dans les airs parce qu'il avait tout pété. Ben, visiblement, c'est la même chose qu'il utilise, et franchement, il fait ça au calme, hein, il force pas du tout. Sans pression, il t'efface un univers, des dieux, des machins. On sent vraiment que la destruction, c'est juste lié à sa volonté. S'il le veut, il le fait. C'est pas comme Goku, s'il veut faire un Kamehameha 10 fois plus fort que lui, il ne peut pas, vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et là, on voit que l'univers 9 est complètement détruit, avec pas mal de plans sur des dieux qui ne sont pas contents forcément, qui ont peur. Sidra, lui, il est très calme, on dirait qu'il fait le bonhomme et tout. Voilà, c'était assez bizarre à voir, mais pourquoi pas. Le trio du danger ne se rend même pas compte de ce qui leur arrive. Bon, je pense que c'est juste Ato Animation qui n'a pas voulu payer pour dessiner d'autres plans, qui nous a relaissé les mêmes plans qu'à l'instant. Encore un petit peu peut-être de manque de respect pour nous, mais bon, c'était pas si dérangeant que ça. Et là, je vais vous poser une question, avant de parler des anges et tout ça. Je vais vous poser une question,
je suis sûr que vous allez la trouver bizarre. En tout cas, le but c'est de parler, voilà, de pouvoir vous poser des questions. Vous êtes là, vous pouvez me répondre dans un commentaire. Moi, je viens vous lire. Je fais en sorte d'y répondre le plus possible. Mais en tout cas, je lis tout le monde, ça c'est clair, tout le temps. Et là, ce que je vais vous dire, ça se base sur absolument rien. C'est pas une théorie, une prédiction, c'est juste une question. Est-ce que vous êtes sûr que Zeno a bien détruit l'univers 9? Parce que quand vous regardez bien la manière, en tout cas l'animation, vous regardez là ces petits traits blancs dans lesquels on voit les gens de l'univers 9 s'effacer et tout ça, on dirait plus une téléportation. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, Whis a vérifié sur sa canne, l'univers 9 n'est plus là. Mais est-ce que Zeno aurait pu téléporter l'univers 9 et ses dieux quelque part? Je n'ai aucune idée de pourquoi il aurait fait ça, comment, etc. Ça, j'en ai strictement aucune idée. Mais je vois que tout le monde est en train de dire, vraiment tout le monde, quasiment, en tout cas sur les réseaux sociaux et compagnie, oui, non, mais c'est bon, le tournoi du pouvoir, aucun univers ne sera détruit. Bon, là, on a la preuve que la menace est quand même réelle, peu importe, téléporté ou détruit, la menace est réelle. Et la deuxième chose que tout le monde dit, c'est, oui, mais au pire, si les univers sont détruits, Goku les ressuscitera avec les Dragon Ball. Mais moi, il y a un truc qui me fait bizarre, c'est que quand tout le monde pense avoir la solution, surtout par rapport à Dragon Ball, je me dis que la solution, ce sera pas ça. Toriyama n'aime pas faire ce que tout le monde attend, donc ça m'étonnerait qu'on avait déjà la fin de l'arc alors que l'arc n'avait pas encore commencé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me semble trop facile. On l'a tellement tous vu arriver de loin que je pense que ça sera pas ça, et même si c'était ça, peut-être que Toriyama et la Toei vont s'arranger pour changer, faire autre chose qu'on ne pourra pas prévoir. Rappelez-vous, quand ils ont voulu changer de place Jiren et Toppo sous la capuche et machin, ils l'ont fait. Donc vraiment, je vous le dis, ils vont pas s'emmerder la vie. Et du coup, voilà, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous afficher des images de cette soi-disant destruction de l'univers 9 et de ses dieux, et ça ressemble énormément à une téléportation, en tout cas visuellement, on dirait vraiment que les mecs partent ailleurs, vous voyez. Sachant qu'il y avait une théorie intéressante que vous avez été nombreux à me faire, vous me disiez, oui, peut-être que quand les combattants tomberont dans le monde du vide, leur énergie se fera absorber, et ça reviendra aux grands prêtres, aux anges, voilà, pour mettre à exécution leur plan. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, parce que quand vous tombez dans le monde du vide, vous êtes juste téléporté dans vos gradins, mais justement, moi je donne une version 2.0 en quelque sorte à votre théorie, en vous posant cette question-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas être téléportés quelque part ? Et pourquoi pas qu'on utilise ou qu'on pompe leur ki là-bas, ou alors qu'ils sont simplement sains et saufs là-bas. Enfin, on peut avoir pas mal d'idées qui en ressortent de ça. Peut-être que vous allez trouver ça complètement débile, à vrai dire. Juste dites-le moi avec le respect, ça passera très bien en zone commentaire, ne vous inquiétez pas. Et du coup, maintenant, on va se parler de cette toute fin d'épisode. On vient de se parler un petit peu du grand prêtre, de ce regard qu'il a fait, très très sérieux, presque méchant, j'ai envie de dire, au moment où il a prononcé la destruction de l'univers 9. On voit que les dieux se font détruire, et on a eu un plan qui n'aura échappé à personne sur le visage du dieu Morito, qui était déjà plutôt confiant et d'un coup qui s'est mis à esquisser un tout petit sourire en tout cas. Le sourire avait l'air super vicieux en tout cas, c'est vrai. Derrière, on a eu Whis qui a vérifié sur sa canne, sur son bâton, que l'univers 9 n'était pas là. Ça a mis tout le monde en pression. On a eu Goku et le Daishinkan qui se sont échangés des regards très insistants, avec Goku qui faisait son regard du « toi tu es la menace et je vais te taper ». Bon, Goku n'en a pas les moyens pour le moment, ça c'est clair, mais en tout cas ça avait l'air de ça. On a vu le Daishinkan qui le regardait de très haut et qui avait l'air presque, j'ai envie de dire, de le narguer. Alors peut-être que c'est juste dans ma tête, je me fais des films, mais en tout cas c'est l'impression que ça rendait. Derrière en plus, je suis pas si fou que ça, parce qu'on a le plan sur Morito qui était en train, comment dire, pas de sourire, mais plutôt de ricaner, je dirais. Et souvent quand ça ricane, c'est pas si bon que ça. Au moment où le Daishinkan a fait son regard très sérieux, j'ai oublié de vous en parler, on a entendu un bruitage qui renforçait aussi l'effet mauvais, si vous voulez, de la situation, du truc. Voilà, il y avait des plans vraiment assez bizarres. Une autre chose aussi, c'est que ça, je vous en avais parlé dans mon analyse de preview, je vous avais dit que d'après moi, l'univers 9 se ferait détruire et ça n'a pas manqué. Et je vous avais dit, je me languis de voir quelle sera la réaction et le comportement de l'ange Morito une fois que son univers sera détruit. C'est vrai que d'après sa biographie sur le site officiel de la Toei Animation, on s'en était parlé il y a plusieurs mois en arrière, je vous avais dit que Morito était vraiment... Enfin, il détestait vraiment les dieux de son univers. Donc il doit se sentir soulagé qu'ils ne sont plus là. Mais dans ma vidéo d'analyse de preview de cet épisode 98, je vous avais aussi dit une chose. Rappelez-vous, Whis dans l'arc Goku Black nous avait dit que quand un Akaishin n'existe plus ou meurt ou quoi que ce soit, eh bien l'ange il cesse ses fonctions. Là, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un changement sur l'ange, qu'il a cessé ses fonctions, qu'il a disparu de cet endroit-là pour aller dans un endroit dans lequel il serait un petit peu en stand-by, là en pause ou je sais pas trop quoi? En tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai l'impression que quelque chose ne se passe pas comme prévu. J'ai pas l'impression que justement qu'il a cessé ses fonctions. J'ai pas l'impression qu'il a perdu temporairement ses pouvoirs d'ange. Enfin, rien de tout ça pour le moment. Une chose aussi que je dois vous montrer, même si je ne pense pas vraiment que les Zeno soient méchants, je pense qu'ils peuvent être méchants mais sans s'en rendre compte. Comme je vous ai dit, ils sont débilement destructeurs. Je pense que c'est bien comme mot, mais si vous regardez bien encore une fois, et ça fait des mois que je vous en parle et j'ai pas vraiment trouvé la réponse à cette question-là, malgré les mois qui sont passés, comme quoi le Mirai Zeno, le Zeno du futur, il se trompe toujours de main quand il lève.
il lève toujours sa main gauche et il regarde du coup le Zeno du présent qui avait déjà sa main droite levée et il se rattrape et il lève sa main droite. Ça se passe à chaque fois comme ça. Et je suis sûr que ça cache quelque chose. Honnêtement, ils insistent trop avec ça. Depuis que Zeno du futur est apparu, c'est comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en particulier avec cette main-là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Mais aujourd'hui, pour finir cette review-là, je vais vous parler justement assez rapidement des anges et du grand prêtre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux en parler rapidement et tu vas pas prendre ton temps ? Parce que en fait, si vous voulez, si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, j'en ai déjà parlé énormément de ce Daishinkan et de ses anges, et mon avis n'a pas changé. Avec cet épisode-là, ça confirme juste tout ce que je vous disais depuis des mois, c'est toujours dans la même lignée. Mais je vais faire un petit rappel pour toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui, c'est normal, ça fait quand même des mois que j'avais proposé cette vidéo-là en particulier. Justement, il y a une vidéo que je dois vous conseiller qui a déjà fait quand même beaucoup de vues, il faut le dire, et je vous en remercie énormément. C'est ma vidéo qui s'appelle « Tout l'arc tournoi du pouvoir DBS est spoilé dans le nouvel ending ». C'est une vidéo qui date d'il y a 5 mois. Donc vous vous rendez compte que ça date quand même un petit peu, mais ce que je dis dedans, je trouve que c'est vraiment d'actualité. Au passage, comme je le disais, cette vidéo a fait presque 140 000 vues. C'est vraiment énorme pour la chaîne, merci énormément à vous tous. Et dedans, je faisais l'analyse, ending, je sais que vous le savez déjà, mais ça veut dire générique de fin, c'était la chanson qu'on avait à la fin des épisodes, aux alentours de l'épisode 76, 77, quelque chose comme ça. Et dedans, j'analysais les paroles en fait de cet ending-là, dans lequel on nous avait lâché des phrases du genre le masque des anges sur les visages des démons. Ou encore, un ange et un démon sont assis ensemble comme des amis. Et aussi, on avait une des phrases marquantes de cet ending-là qui disait « Je suis au milieu, quelle voie devrais-je affronter ?» Et à l'intérieur de ça, justement, je vous conseille vraiment cette vidéo. S'il y en a une que je dois vous conseiller aujourd'hui, c'est celle-ci, d'aller voir, si ça n'est pas déjà fait bien sûr. Parce que dedans, j'ai expliqué comment le Daishinkan et les anges pouvaient avoir un mauvais plan, comment ils pouvaient mettre ça à exécution, etc. Comment justement le tournoi du pouvoir était le lieu parfait pour le mettre à exécution. Vraiment, j'essayais de tout détailler au maximum. Et en gros, dedans, je vous expliquais comment justement pourrait se dérouler tout l'arc tournoi du pouvoir et comment justement les anges pourraient foutre la merde. Comment il pourrait aussi y avoir des personnes pour les contrer et même d'autres anges qui se mettraient en travers de leur chemin. Vous avez vu la phrase qui est écrite « Je suis assis au milieu, comment vais-je réagir ?» Et ça, je vous avais dit que ça serait probablement Whis. C'est vrai que Whis a l'air de s'en foutre un petit peu de la destruction des univers, il a l'air neutre, etc. Mais quand vous le comparez aux autres anges et quand vous le comparez à Morito, on sent qu'il y a une énorme différence. Et surtout, comparez bien la complicité qu'a Whis avec Beerus et comparez la complicité qu'ont les autres avec leur Akaishin ou leur Kaioshin. Vous verrez qu'avec Whis, il y a quelque chose de plus. Et le seul ange à la limite chez qui je retrouve cette complicité-là, c'est Vados, avec Champa. Et c'est pour ça que c'est vraiment une vidéo très détaillée et qui est d'actualité. Et c'est pour ça que je la répète pas aujourd'hui, je vous renvoie vers cette vidéo-là pour que vous en sachiez beaucoup plus. Et en gros, l'idée de base, c'est que selon moi, le Daishinkan, et surtout selon l'ending en tout cas, le Daishinkan et les anges allaient être maléfiques, en tout cas plusieurs, et que certains n'allaient pas trop savoir quel camp choisir, et que j'aurais bien vu au milieu, Whis et Vados, avec Whis qui aurait eu plutôt un penchant pour la Team Z, mais bon, le Daishinkan c'est son père ou son créateur, donc il saurait pas trop quoi faire, et d'avoir de l'autre côté aussi au milieu Vados, sœur jumelle de Whis, qui elle aussi hésiterait, mais qui aurait peut-être un petit peu plus un penchant pour le Daishinkan, mais qui hésiterait énormément justement par rapport au mortel qu'elle aime beaucoup, par rapport à Champa avec lequel elle s'entend super bien. Voilà, j'aurais bien imaginé une scène comme ça, et je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais qu'à l'époque beaucoup étaient contre cette idée-là. Peut-être que cet épisode 98 commence à vous faire changer d'avis, peut-être que c'est moi qui me trompe complètement, mais le but c'est de discuter comme d'habitude. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.